Bonjour Féréole, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet entretien sur la sobriété éditoriale. Alors, Féréole, votre leitmotiv est de réduire, voire de renoncer pour communiquer autrement. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément? Bonjour et merci de me donner la parole. Alors, il faut bien comprendre pourquoi je parle de renoncement. J'aimerais évoquer trois aspects. D'abord, la charge mentale, ensuite, l'efficacité des actions de communication, puis la pollution du numérique. En fait, je vais vous citer quelques chiffres. Donc, 53% des Français souffrent de fatigue informationnelle. Cela conduit 72% d'entre eux à cesser de consulter les informations. Donc, il y a tellement d'informations que les gens arrêtent de les voir. Donc, nous, communicants, si on produit beaucoup de contenu, on peut être en partie responsable de l'invisibilité de nos messages. Autre chiffre, 90% des pages du web n'ont aucun trafic, pardon. Donc, c'est seulement 10% de ce qui est publié sur le web qui est lu. Et dans la même veine, c'est seulement 20% d'un site Internet qui fait l'essentiel de son trafic. Moi, c'est une proportion que je retrouve très souvent lorsque je mène des audits de sites. Parfois même, ça va jusqu'à 10% d'un site. Donc, on est avec cette fameuse loi de Pareto, c'est seulement 20% de nos actions qui ont un impact. 80% de nos efforts ne servent à rien. Et dernier point, j'aimerais juste évoquer rapidement l'empreinte environnementale du numérique, 4,5%, donc c'est autant que l'aviation civile. Elle ne cesse d'augmenter chaque année, d'autant plus avec l'utilisation massive de l'IA. Bref, devant un tel tableau, nous, les communicants, comment on peut faire notre part? Comment agir pour mettre plus de responsabilité dans nos actions? C'est important de lever le pied. Ces dernières années, il y a eu une course à l'échalote sur le web, avec profusion, diffusion de contenu à gogo. L'approche par la sobriété éditoriale propose de questionner cette surproduction. Elle propose de se centrer sur une com qui soit utile pour mon public, utile pour servir mes enjeux. Elle propose en ce sens de réduire, voire de renoncer à certaines actions, mais vous l'aurez compris, quand je parle de supprimer, il s'agit d'éliminer les 80% qui ne fonctionnent pas. Pour vous donner rapidement deux exemples, lorsque j'ai accompagné Satori, un des pionniers des supermarchés bio, nous avons réduit par deux l'envoi des newsletters. Ça n'a pas affecté le taux d'ouverture des newsletters, ça n'a pas non plus affecté la fréquentation en magasin. Lorsque j'ai accompagné le département de l'Ain, nous avons supprimé toutes les actus obsolètes du site, ce qui nous a permis de supprimer 60% des actus en ligne et 70% des photos et des médias. Donc c'est un gain intéressant en espace disque. Le trafic du site est resté égal et aucun citoyen n'a appelé pour se plaindre, pour dire qu'il lui manquait des informations. Donc voilà comment envisager un renoncement heureux en communication. D'accord. Et alors, en général, quel est l'accueil qui est réservé au concept de sobriété éditoriale par les entreprises? Alors, en théorie, la sobriété éditoriale, elle plaît. Bien sûr, il y a quelques réticents qui s'interrogent, qui pensent que ça peut être mauvais pour le référencement. Alors, déjà, je vais vous partager le fait que écrire du contenu de qualité, entretenir du contenu qui est en ligne ou supprimer du contenu obsolète, c'est bon pour le référencement, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le concept de faire moins plaît beaucoup. Mais par contre, quand il s'agit de le mettre en place et de se dire qu'est-ce que je supprime, ça fait peur. Et c'est normal, c'est toujours questionnant de changer ses habitudes. Le vide, ça fait peur. Donc, ça demande un peu d'audace hein, de se dire, je ne vais pas faire comme les autres, je vais faire différemment. Et du coup, ce qui est important, moi, j'anime des ateliers où j'invite à aborder la sobriété éditoriale en toute sérénité. Mais vraiment, l'idée, ça va être vraiment de comprendre les attachements aux actions de communication, de faire le point sur ce à quoi on aimerait dire au revoir sans oser passer à l'acte au cas où, de faire les points sur les attentes en communication. Bref, la mise en place de la sobriété éditoriale demande un véritable accompagnement au changement. D'accord, merci. Donc, les communicants, ils sont de plus en plus en burn-out et ce sont les premiers convaincus. Mais donc, pour convaincre, comment faire pour convaincre les dirigeants afin de privilégier le mieux au plus, car la communication, elle a pour objectif de faire du sens en proposant un contenu de qualité et éviter de faire du brouhaha médiatique. Alors, effectivement, hein, l'accompagnement au changement concerne les équipes, mais également les dirigeants, hein, c'est la clé pour que ça fonctionne. Et convaincre de changer les manières de faire, c'est compliqué, ça prend du temps. Euh, Aujourd'hui, dans les collectivités publiques, ce qui est important, c'est qu'il y a la loi REEN, cette loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique,
qui impose aux collectivités de plus de 50 000 habitants de mettre en place une stratégie numérique responsable. Donc ça, et du coup, la sobriété éditoriale répond complètement à cette loi Rennes, mais du coup, ça permet de convaincre certains dirigeants. Aujourd'hui, à part la contrainte légale ou à part des personnes vraiment très engagées, je trouve qu'il est encore délicat de convaincre les dirigeants. Je n'ai pas de recette miracle. D'accord. Aujourd'hui, nous n'entendons plus parler que de l'IA. ChatGPT peut générer un contenu de vidéo en 10 secondes. Les communicants mettent aujourd'hui en avant le temps gagné à générer toujours plus de contenu. Des études, alors notamment, on pense à une étude de l'Université de Californie qui a estimé que sur la seule phase d'entraînement de ChatGPT, en l'alimentant en millions de données issues du web, l'empreinte carbone générée est équivalente à la consommation moyenne de 123 véhicules diesel par an ou à la consommation annuelle en énergie d'une petite ville. Est-ce que ça n'est pas désespérant en termes de sobriété éditoriale? Oui, oui, il y a un côté un peu désespérant. Encore une fois, j'ai l'impression que l'outil et le fantasme qu'il génère fait perdre la capacité de discernement de l'être humain. Comme si l'IA allait nous permettre de mettre notre cerveau de côté pour tout déléguer à une machine. Bien sûr, l'IA peut aider à améliorer un contenu, bien évidemment, corriger des fautes, rechercher des titres plus interpellants, etc. Mais il ne faut pas oublier que le communicant doit être expert du sujet qu'il confie à l'IA pour vérifier que le travail accompli est bien fait. Et ce qui me désespère, effectivement, ce sont ces chiffres. Parce que je lisais aussi dernièrement que la consommation d'électricité des data centers va augmenter de 50% d'ici à 2026, que la consommation d'eau augmente énormément. Et pour moi, je poserais la question différemment. Bien évidemment, on est face à un outil qui peut nous permettre de surproduire du contenu, mais quel intérêt? Euh, la pénurie en eau à laquelle on se retrouve de plus en plus confronté, elle va être augmentée aussi par cette utilisation de l'IA. Donc peut-être qu'à un moment, il faudra qu'on choisisse entre produire du contenu en quantité ou permettre l'accès à l'eau potable des populations. Donc moi, je vous propose d'aller regarder les vidéos d'Aurore Stéphane sur le sujet. C'est une bonne manière d'ouvrir les yeux. D'accord. Merci à vous, Féréole, pour cet entretien. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un autre projet qui vous tient à cœur, je crois. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que sur le papier, tout le monde est partant pour faire de la sobriété, puisque ça a l'air d'être un principe vertueux, mais la difficulté commence dans la vraie vie, quand on est vraiment dans les projets. Donc il y a certains clients qui sont assez matures pour vraiment s'emparer du sujet et surtout le tenir dans la longueur jusqu'à la fin, donc vraiment ne pas déroger au principe. Il y en a beaucoup qui sont partants avec nous au moment de l'appel d'offres ou des propositions stratégiques et qui sont très vite en fait rattrapés par leurs propres contraintes, leurs propres goûts, leurs propres envies. Et donc c'est vrai que ça peut être un peu clivant et c'est pour ça que la pédagogie, faire beaucoup de pédagogie, faire beaucoup de piqûres de rappel, montrer des exemples concrets, ça permet de convaincre aussi certains clients. Et puis juste un petit détour, c'est que nous-mêmes en tant qu'agence, on a nos propres contradictions vis-à-vis de la sobriété, puisque notre métier c'est quand même de vendre du contenu. On est nous-mêmes sur un modèle capitaliste, comme certains de nos clients. Et donc du coup, voilà, on est dans cette ambiguïté entre on est censé vendre du contenu, après on peut vendre du contenu mieux fait, et c'est ce qu'on essaye de faire. On sait aujourd'hui aussi que face à des fake news, des fois c'est difficile de faire sobre pour pouvoir contrebalancer. Et puis un dernier point qui est aussi très spécifique, c'est que des fois il faut pouvoir beaucoup communiquer. Et ça a été le cas pour nous dans la période du Covid, où on n'a juste jamais autant communiqué que dans cette période parce que nos clients en fait étaient le ministère de la Santé, le gouvernement, et que il a fallu finalement beaucoup communiquer. Donc la sobriété a été un peu mise de côté, je dirais, à ce moment-là. Alors, quels sont les freins? Est-ce que c'est la peur de planter son référencement, par exemple? La peur de faire autrement? Alors, sur le référencement, Féréole a un peu déjà dégrossi le problème, puisqu'un contenu de qualité sera mieux référencé qu'un contenu plagié et recyclé à l'infini.
Je pense qu'en fait, les principaux freins, ça va être la culture de l'entreprise. En fait, je pense que pour que ça fonctionne au niveau de la communication et des directions de la communication, je pense qu'en fait, il faut que la tête pensante de l'entreprise et donc les dirigeants aussi adhèrent aussi un minimum à la démarche. Mais c'est vrai que les freins, ça va être la peur du changement et aussi, je pense, le scepticisme vis-à-vis des résultats. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez émergent, assez exploratoire. On fixe encore des KPIs, donc des indicateurs de réussite, mais on n'a pas encore beaucoup de recul pour savoir si c'est vraiment évident ou pas. Donc ça peut être effectivement la peur d'être pénalisé par les réseaux sociaux, dont les algorithmes vont plutôt promouvoir ou en tout cas encourager des contenus riches. Quand vous faites un post sans image, sans rien, c'est pas sûr que Twitter ou autre le pousse parce que c'est pas du tout comme ça qu'ils font leur business. Il y a ce truc, je disais, de savoir aussi se déshabituer parce que je pense qu'on a peur en faisant du soft de ne pas être attractif. Donc vous passez à côté d'une tendance de communication dans laquelle tout le monde s'engouffre et de ne pas avoir l'effet waouh qui reste en fait une sorte de chose complètement irrationnelle, mais en face de quoi on n'a pas beaucoup d'arguments en fait à contrebalancer. Et donc voilà, le scepticisme, c'est peut-être quitte par rapport à l'efficacité. Autant c'est facile de pouvoir mesurer le poids d'un site, le temps de chargement d'une page, le nombre de données qui sont transmises pendant la navigation, autant un autre critère dont parlait Ferrol, qui est aussi la charge mentale de l'utilisateur, ça c'est difficile de la quantifier. Donc pour moi, si ça venait qu'à moi, on serait tous très kantiens là-dessus et on se dirait, en fait pour nous c'est un impératif moral que d'être sobre, même si on n'a pas le résultat, voilà. Après, c'est aussi pour ça qu'il existe des référentiels, et donc c'était peut-être une question qu'on a un peu sautée, mais qui est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de référentiels professionnels qui sont des checklists et qui permettent de noter finalement de façon très, très concrète, avec des taux de conformité, voilà, un certain nombre de critères d'éco-conception ou de sobriété, et ça peut plaire aux esprits peut-être qui ont besoin de plus de preuves, etc. Sur les sites internet, en fait, l'éco-conception, son objectif final, c'est vraiment autour de la légèreté du site et le temps de chargement. Donc en fait, il y a un référentiel qui a été créé par, je vous le disais tout à l'heure, la DINUM, qui est la Direction numérique de l'État, l'ADEME et Temesis, que vous connaissez sans doute, qui est ce référentiel d'éco-conception et qui est en fait un référentiel de 79 critères répartis en 8 familles, et les familles sont finalement un peu les différentes briques d'un projet numérique, depuis la conception, la stratégie, l'UX, le graphisme, le contenu. Et en fait, vous avez une checklist de 79 critères qui vous guide en fait dans les directions à prendre. Et donc c'est ce que nous on a fait quand on a fait la refonte de l'ADEME, où vraiment à chaque moment du projet, il y a une sorte de contrôle qualité. Voilà, donc ça c'est assez pratique puisque c'est une sorte de feuille de route à remplir. C'est aussi un référentiel qui sert à faire des audits, et les audits ne se font sur les sites qu'une fois qu'ils sont en ligne. Donc ce qui a été intéressant par exemple pour l'ADEME, parce que ça encourage finalement aussi à que l'action ne soit pas finalisée, enfin en gros soit une amélioration continue. Quand on a sorti le site de l'ADEME, en suivant tout ce référentiel, on était à 70% de score, ce qui est très haut par rapport à ce qui se fait, mais qu'on a réussi encore à améliorer cette année pour arriver à 80% de taux de conformité, parce qu'on est dans cette dynamique aussi d'amélioration continue. Et donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails sur les autres types de production, mais pour l'audiovisuel, donc dès qu'on parle de tournage vidéo, nous on est aussi adhérent d'une association qui s'appelle EcoProd, qui a elle-même lancé son label. Donc vous pouvez soumettre certains de vos projets à la labellisation EcoProd, ce qui garantit finalement que votre vidéo a été réalisée dans des conditions très éco-responsables. Et là, ce que je trouve intéressant dans ce référentiel, c'est qu'il impose finalement, enfin vous gagnez des points si l'ensemble des personnes sur le tournage ont été au moins sensibilisées, voire formées, ce qui veut dire qu'en fait ça va du client jusqu'au figurant, jusqu'au dernier technicien. Et ça c'est quelque chose que je trouve super intéressant, parce que ça veut dire qu'on responsabilise tout le monde, et que c'est vraiment l'anti-greenwashing, etc. Mais voilà, c'est très très large, il y a beaucoup de choses à mettre en place, des choses qui sont très faciles à mettre en place, d'autres non, donc ça vaut le coup de se pencher sur les référentiels et faire le tri. Il y a quand même des petites améliorations
aisées qu'on peut proposer facilement à nos clients qui ne sont pas très coûteuses, et il y en a d'autres qui sont des chantiers de fond. Donc,